Bonjour, je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. De déménager en fait dans un éco-hameau, donc ce serait de développer un habitat participatif en fait avec alors certains des proches mais pas que, et de travailler sur une logique de mutualisation des ressources et de partage et d'expérimenter en fait finalement encore plus ce qu'on dit qu'il faut faire, c'est-à-dire il y a toute cette prise en compte à la fois théorique sur les sujets d'écologie, c'est-à-dire faire mieux, consommer moins, etc. Mais il y a toute la partie philosophique ou collective en fait, la dynamique collective qui va avec, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut faire ensemble, il faut accepter de ne plus être propriétaire d'une voiture, mais peut-être de se dire voilà, est-ce qu'on n'a pas intérêt à partager ensemble? Donc finalement de décider ensemble. Cécile aime expérimenter pour comprendre l'écologie. Elle l'a d'abord fait personnellement, dans ses choix de consommation, ainsi que dans son milieu professionnel, où elle mélange la théorie et la pratique. Depuis peu, une autre facette de l'expérimentation l'attire, vivre dans un éco-hameau. Un endroit pour apprendre à vivre en collectivité, et où le partage et l'entraide sont les maîtres mots. Je vous laisse en compagnie de Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Amélie. Ça va ? Ça va bien et toi ? Oui, très bien. Je vais commencer par te poser une petite question qui est comment te sens-tu quand je te dis écologie ? Enchantée, un côté rêveur, quoi, que ça révèle en moi forcément, et un côté anxieux. Okay. Voilà. Rêveur pourquoi ? Rêveur parce que il y a le côté un lien avec le vivant de façon générale, et je trouve que c'est un côté assez fascinant en fait. Voilà, tout ce qui peut nous entourer. Alors c'est vrai que moi j'habite en ville, donc je le vis pas forcément au quotidien, mais là on se retrouve dans un parc à l'instant où on est en train de parler. C'est vrai que oui, il y a un côté quand même magique que je trouve. Et pourquoi inquiétant ? Parce que après, quand on s'intéresse à ces sujets-là, on voit qu'aujourd'hui, ce côté enchanté, il est un peu mis en péril quand même. Donc c'est vrai que c'est jusqu'où va-t-on aller ? Jusqu'où est-ce que ça va aller ? Et comment toi tu te décrirais sous le prisme de l'écologie ? Oui, je me décrirais comme un membre de ce tout, voilà, qui, à l'heure actuelle, qui essaie de faire en sorte que ça s'effondre pas autant, mais sans avoir la prétention de bien sûr avoir un rôle de sauveur, parce que je suis clairement pas à l'échelle, au niveau pour pouvoir atteindre cet objectif. Voilà, membre de ce tout. Et est-ce que toi, ça a toujours été ou tu as eu un déclic par rapport à cette écologie qui s'effondre ? Alors en fait, il y a des petites graines qui se sont semées finalement sans forcément que j'en prenne conscience. Rétrospectivement, en fait, depuis que je suis toute petite, je faisais beaucoup de bateaux. On faisait beaucoup de voiliers en fait, et on partait quasiment un mois chaque été faire du bateau. Et en fait, sans m'en rendre compte, il y a eu tout ce rapport en fait à la nature et à la déconnexion en fait que j'expérimentais. Mais même en plus dans d'autres cadres, parce que je partais aussi en vacances dans des endroits assez naturels où il y avait pas on n'avait pas internet de toute façon, il n'y avait pas de téléphone portable, donc la déconnexion on la vivait vraiment. C'était même très déconnecté, parfois trop. Mais donc voilà, donc le bateau, les environnements liés avec la nature, le bateau, ça m'a beaucoup marqué aussi par rapport à cette question de la ressource. Et je l'ai pas vécu comme une contrainte à l'époque, mais finalement, il y avait ce travail d'économie de la ressource, parce que quand on part pour quelques jours, on n'a pas forcément la quantité d'eau souhaitée. On consomme pas comme à la maison, on mange pas comme à la maison, il n'y a pas le même confort. Et c'est vrai qu'au final, j'appréciais retrouver mon confort quand je rentrais chez moi, mais j'avais aussi conscience que je pouvais être extrêmement heureuse dans un milieu en fait qui était pour le coup beaucoup moins confortable que celui que j'avais au quotidien. Ok, et à la suite de ça ? Et à la suite de ça, voilà, après, j'ai eu vers la vingtaine, j'ai vécu comme pas mal de jeunes, j'ai fait la fête, etc. Et puis en fait, un deuxième temps fort, ça a été quand j'ai bossé en fait dans l'hôtellerie, plus particulièrement dans un palace pendant plus de 5 ans.
Et où là, j'ai vu l'inverse. En fait, j'ai vu les excès de la consommation. Alors, c'était une super expérience. Je me suis éclatée, j'ai adoré. Mais à côté de ça, j'ai vu aussi l'excès de la consommation et l'excès de confort, les standards qu'on nous demande de respecter qui vont finalement nous faire consommer de l'énergie ou quoi à outrance, alors que c'est pas nécessaire. Et là, ça a été un premier choc où je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller jusque-là? Puis moi, j'ai commencé à entendre parler de ces sujets d'écologie, problèmes environnementaux. Et voilà. Et puis un troisième, ça a été ma thèse, mon doctorat que j'ai fait sur ces sujets, et où là j'ai commencé à vraiment prendre conscience de l'approche systémique, des liens entre les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, que c'est pas si simple de vouloir finalement tout faire changer, parce qu'il y a le côté social aussi, il faut que les gens acceptent de perdre un peu de leur confort. Et puis voilà, puis ensuite la rencontre d'un ami qui lui était encore plus engagé encore sur ces sujets dans son quotidien et qui m'a dit mais en fait toutes les théories de un jour ça risque d'être problématique, en fait on y est déjà, c'est déjà problématique. Et là j'ai fait ah ouais c'est vrai. Et là ça m'a encore plus fait accélérer, en tout cas sur ma prise de conscience et sur ma volonté de m'engager au quotidien. Et cette prise de conscience, elle a été dure au départ, ou tu as tout de suite trouvé un rebond et une manière de rentrer en action? La première réaction, c'est que je me suis mise à pleurer, très honnêtement, comme beaucoup. Et puis la volonté du coup de comprendre mieux, de faire un état de la situation actuelle, de se dire mais jusqu'où on en est, parce qu'on en parle beaucoup qu'un jour ça va être problématique, mais finalement qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et en fait après très vite un rebond, et c'était une période où justement je cherchais à changer de boulot. Et ça a joué un grand rôle en fait dans le choix aussi du poste que j'ai pris à l'issue de tout ça. Et aujourd'hui, maintenant, tu travailles à l'école du bois, c'est ça? À l'ESB, ouais, l'école supérieure du bois et des matériaux biosourcés, qui est basée à Nantes. Et j'ai choisi spécifiquement en fait ce poste parce que ça me permettait à la fois de continuer à enseigner sur ces sujets de soutenabilité. Je coordonne tous les enseignements qui sont en lien avec ces sujets. Donc, j'accompagne aussi les enseignants à intégrer ça dans leurs cours, même s'ils ne voient pas toujours le lien au premier abord. Et ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est qu'il y avait aussi le challenge de mettre en place la démarche RSE de l'école. Donc, c'est moi expérimenter dans mon quotidien comment est-ce que je vais accompagner les collaborateurs, les étudiants à mettre ces actions en œuvre au quotidien. Donc, là, toute la partie accompagnement au changement. Et donc, ça me permet d'enseigner d'un point de vue théorique ce sujet et de l'expérimenter moi-même au quotidien, de me rendre compte que, évidemment, c'est pas aussi simple que la théorie le décrit. Et voilà. Et c'est le côté passionnant que je trouvais, parce que je voulais surtout pas être la prof super chiante et théorique que j'aurais pas aimé avoir. Donc, voilà. J'espère qu'un jour le devenir, que ce soit intéressant, voilà, pour les étudiants. Et j'ai vu que tu étais enseignante dans tout ce qui est économie circulaire, c'est ça, si je me trompe pas? Oui, ouais. Et innovation? Je suis responsable en fait du département économie circulaire et innovation à l'ESB. Alors l'économie circulaire, c'était pas forcément mon sujet de prédilection, parce que ma thèse traitait pas de ça. Moi, c'était plutôt une thèse sur le processus d'intégration de la RSE, comment la RSE va s'intégrer de façon globale dans une organisation. Donc ça englobe la thématique de l'économie circulaire, mais c'est pas mon sujet de prédilection. Et je me suis entre guillemets formée, parce que même si tous ces sujets sont liés, donc c'est pas si compliqué que ça d'appréhender la logique de l'économie circulaire. Donc je me suis formée sur le tas. Et donc voilà, et dans ce cadre-là, aujourd'hui je coordonne les enseignements sur ce sujet-là en plus particulier. Mais on a élargi plus largement à la RSE, parce que l'économie circulaire, c'est une façon d'appréhender les solutions. Mais c'est vrai que il n'y a pas que la partie solution qui est intéressante, c'est la compréhension du problème aussi qui compte beaucoup. Donc voilà. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui nous écoutent qu'est-ce que l'économie circulaire en très rapide, et aussi le RSE? Alors oui, tout à fait. Alors, de façon générale, la RSE, c'est la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises. C'est en fait, en France en tout cas, on considère que ça peut être vu comme une traduction du développement durable appliqué aux entreprises. Ça va être comment est-ce que mon entreprise va intégrer la dimension économique, sociale et environnementale. Donc, dans toutes les actions de l'entreprise, on doit se poser la question de quel est l'impact économique, environnemental et social des décisions qu'on prend. Ça, c'est la RSE. Et l'économie circulaire, ça va être en fait un modèle économique qui va intégrer en fait qui va essayer de rallonger en fait soit la fin de vie des produits, soit de réduire en fait l'utilisation de la ressource.
Donc ça va être beaucoup lié avec le sujet de l'éco-conception et de se dire que finalement, eh bien, si je réfléchis bien à la conception de mon produit, en fait, je vais pouvoir éliminer 80%, en tout cas réduire de 80% en fait l'impact de ce produit. Et donc se dire, finalement, si je conçois bien ce produit, je vais peut-être pouvoir mieux valoriser sa fin de vie, donc anticiper en fait comment ça va se démanteler, comment on va pouvoir le réparer, le réutiliser, le récupérer, trouver un nouvel emploi. Mais ça peut être aussi de se dire, voilà, comment je ne crée pas de déchets et comment est-ce que finalement j'essaie de créer quelque chose qui fait une boucle en fait. Le système d'économie circulaire, ça vient en opposition à l'économie linéaire, qui est notre économie actuelle, où on va prendre des ressources, par exemple dans le sol, on va les transformer, les utiliser et les jeter. C'est l'économie linéaire. L'économie circulaire, c'est de se dire que la ressource, on va trouver un moyen pour finalement la transformer, mais constamment en fait la réinjecter dans un cycle continu, idéalement, pour finalement faire que ça fasse une boucle. Ok, d'accord, je comprends mieux parce que j'avais du mal à comprendre le lien entre innovation et économie circulaire. Et c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à tout l'aspect conception en fait en amont pour éviter en fait derrière d'avoir des déchets quoi. Absolument, tout à fait. Et en fait, c'est là où on se dit qu'aujourd'hui, quelle que soit l'innovation qu'on mène, en fait, on doit la questionner, on doit se dire déjà, un, est-ce qu'elle est nécessaire? Et deux, comment est-ce que je peux intégrer ces trois dimensions dès le début? Parce que là, on a beaucoup parlé dans l'économie circulaire, on pense souvent à l'aspect environnemental, mais on peut aussi se dire d'un point de vue social, comment est-ce que j'économise mes ressources d'un point de vue social, comment est-ce que je favorise en fait la qualité de vie de mes collaborateurs pour pérenniser leur emploi, leur vie professionnelle. Enfin, donc c'est une dynamique qui est assez intéressante, effectivement. Et le lien avec le bois? Et le lien avec le bois, il est hyper intéressant. Parce que justement, en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est que finalement la notion de déchet, elle est assez récente en fait. Elle est rattachée, elle est apparue en fait avec l'ère industrielle. Et que finalement, en fait, par le passé, tout était circulaire. La question de déchets n'existait pas parce que finalement, on avait tendance à utiliser des matériaux qui étaient biosourcés, donc des matériaux qui venaient de la nature. Et donc le bois en fait partie. Donc le bois, c'est un matériau hyper intéressant parce que justement, il est produit naturellement en fait dans notre environnement. Et donc ça, c'est un point intéressant. Un deuxième point qui est intéressant, c'est que moi qui ne connaissais pas du tout la filière bois quand j'y suis arrivée, je m'aperçois que la filière bois est une filière qui se dit souvent responsable parce qu'elle utilise un matériau qui est noble, mais qui pour le coup ne se remet pas encore beaucoup en question sur la question de qu'est-ce qu'elle pourrait faire en plus. Les acteurs de la filière en fait pourraient aujourd'hui renforcer encore les actions qu'ils mettent en place sur ces sujets. Et un troisième point qui est qu'aujourd'hui, alors on dit beaucoup que le bois stocke du carbone, donc en soi ça peut être hyper intéressant. Alors après, je viens de lire justement cette semaine des articles qui disent que on commence à se dire que avec le réchauffement climatique, mais pas que, je suis pas spécialiste moi de ces sujets, j'ai des collègues qui le sont. En fait, on commence à se rendre compte que finalement, le stockage du bois n'est pas forcément le même en fonction des essences et même en fonction de la situation des forêts. Et donc en fait, entre le stockage du bois qu'on a théorisé et ce dont on est en train de se rendre compte aujourd'hui, il y a même des différences. Je rentrerai pas plus dans les détails parce que je suis pas spécialiste de ça, mais tout ce que je veux dire par là, c'est que le bois est aussi un matériau intéressant dans ce sens-là, même si aujourd'hui je vois que les études commencent à questionner un petit peu plus en profondeur les chiffres dont on avait connaissance jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire sinon au quotidien en dehors de ton milieu professionnel? Alors, moi, je cherche à totalement réorienter ma vie par rapport à ça. Donc, je re-questionne en permanence toutes mes pratiques. C'est pas pour autant pour dire que je suis parfaite, loin de là, évidemment. Donc voilà, donc en fait, je vais questionner toutes mes habitudes en fait au regard de ces sujets-là, donc que ce soit mon alimentation, mon habitat, même si j'ai encore d'autres challenges que je souhaite adresser là dans les années à venir, la façon dont je me déplace quasiment qu'en vélo, mes modes de vacances, j'ai arrêté de prendre l'avion. Alors je veux surtout pas donner de leçons à qui que ce soit parce que on a tous une problématique qui nous est propre et des possibilités et des envies qui sont différentes. Voilà. Mais voilà, je pars en vacances, je fais du camping. Finalement, j'ai arrêté de partir sur super loin, mais il faut le dire aussi, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais plus jeune, donc moi j'ai eu l'occasion de beaucoup profiter. Voilà, donc c'est vrai que j'ai pas l'impression de faire des choses extraordinaires, mais en tout cas tous les aspects de ma vie sont re-questionnés. Et un point qui est important pour moi, c'est la question de mon orientation professionnelle, parce que le choix de mon poste, pour moi, c'est vraiment un des sujets sur lesquels je pense que j'ai le plus d'influence. Donc voilà. Et puis la façon dont j'élève mon enfant aussi, forcément. Et la sensibilisation que je fais autour de mes proches, même si je pense que je les saoule un petit peu, mais voilà. Et
Tu te sens seule dans ce combat par rapport à tes proches ou ça va? Ça dépend des jours, ça dépend des jours, ça dépend des périodes. Et puis, je pense que je comprends aussi. Enfin, j'ai appris j'essaye d'intégrer que ça ne peut jamais aller à la vitesse à laquelle je voudrais. Donc voilà. Mais oui, il y a des moments, c'est sûr, on se sent seul. On se sent seul et j'ai souvent cette image d'avoir l'impression de crier face à un mur d'eau et de pas être entendu en fait de l'autre côté. Et puis l'attachement qu'on peut tous avoir par rapport à notre confort. C'est vrai que c'est difficile et sur le fait d'avoir un enfant, mais comme beaucoup de gens, ça se questionne beaucoup ça. Se dire finalement tout le monde me dit qu'ils aiment mon enfant par exemple et par contre la capacité à se remettre en cause sur leur quotidien, ça c'est un sujet plus difficile et je trouve ça très antinomique. Et est-ce que toi, tu as l'impression qu'on parle quand même plus d'écologie maintenant à l'école par Alors, rapport à ton fils et toi qui essayes de le mettre aussi en place dans l'école supérieure du bois? Oui, donc les écoles, moi c'est vrai qu'il est encore assez jeune, il a 6 ans, donc il est encore en maternelle. Dans le contenu des cours, alors je peux pas trop comparer par rapport à ce que j'ai vécu moi, parce que je me rappelle plus, mais je sais que oui, ça change un peu. Maintenant, j'ai du mal à distinguer ce dont il a connaissance, enfin d'où vient la connaissance qu'il a aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup par rapport à la maison. Mais ils font des choses, ils font des sensibilisations et moi j'essaye aussi je suis en relation avec des associations, donc je suis déléguée aussi parent représentant à l'école. Bon, très honnêtement, c'est aussi beaucoup par rapport à ça, à ce sujet-là que j'ai souhaité prendre ce rôle-là, et donc j'essaye de mettre en relation et jusqu'à maintenant en tout cas j'ai trouvé une écoute, donc c'était chouette. Mais je pense que c'est aussi, ça me semble encore assez lié aux gens, aux acteurs, aux gens qu'on rencontre. Oui, et puis c'est vrai que la société nous aide pas beaucoup aussi. Oui, alors je sais pas pourquoi, à quoi tu penses. Quand je dis société, c'est plus demain, tu as envie, faut que tu prennes beaucoup de temps à toi pour pouvoir faire les choses correctement. Et si à un moment donné, t'es un peu pris par le temps, c'est quand même très facile de retourner vers quelque chose qui est très loin de l'écologie. Absolument, bah oui, c'est même la solution de facilité, c'est de ne pas en prendre en considération, tout à fait. Absolument. Après, moi, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est devenu d'ailleurs un peu problématique, c'est que oui, moi, je suis arrivée à un stade où alors je fais certainement des erreurs, ça je le sais. On va se rendre compte que dans 10 ans, il y a des choses que je faisais aujourd'hui en pensant bien faire que je fais mal. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, avoir conscience que je fais mal, très souvent, ça me pose des problèmes et mon conjoint en est le témoin le premier. Ça crée des conflits aussi, forcément. Ouais. Quand les deux personnes sont pas forcément au même rythme. Exactement, exactement. Est-ce que tu as des objectifs encore, parce que tu mets quand même d'écologie beaucoup dans ta vie? Est-ce que tu en as encore, toi, des objectifs? Oui, tout à fait. Alors, j'ai un objectif, un assez gros objectif là que je me suis fixé, qu'on s'est fixé parce que on chemine et avec mon conjoint, avec mes proches, c'est chouette. Ça évolue. Ce serait de déménager et alors de déménager en fait dans un éco-hameau. Okay. Donc, ce serait de développer un habitat participatif en fait avec alors certains des proches, mais pas que, et de travailler sur une logique de mutualisation des ressources et de partage et d'expérimenter en fait finalement encore plus ce qu'on dit qu'il faut faire, c'est-à-dire il y a toute cette prise en compte à la fois théorique ou sur les sujets d'écologie, c'est-à-dire faire mieux, consommer moins, etc. Mais il y a toute la partie philosophique ou collective en fait, la dynamique collective qui va avec, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut faire ensemble, il faut accepter de ne plus être propriétaire d'une voiture, mais peut-être de se dire voilà, est-ce qu'on n'a pas intérêt à partager ensemble, donc finalement de décider ensemble, il y a tout un lien. Moi j'ai suivi une formation qui s'appelle le Collège des transitions sociétales, qui est basé à Nantes, où on avait parlé justement sur la question de la démocratie locale et de se dire que finalement, l'implication des acteurs, des citoyens dans ce qui se passe sur le territoire, c'est hyper important parce qu'on est un minimum en capacité quand même de s'exprimer et de pouvoir décider à l'échelle locale de ce qui pourrait être mis en place. Et donc, l'idée, c'est de se réapproprier ce champ politique, de reprendre en fait l'habitude de participer au débat, d'échanger avec des gens avec qui on n'est pas forcément d'accord, et donc de se frotter un peu à l'autre plutôt que de se renfermer. Et donc, cette logique de déco-hameau, ça va aussi dans cette logique-là. C'est pas du tout de s'isoler, mais c'est par contre de créer un petit collectif en fait au sein même d'une localité, d'une ville, pour essayer aussi de définir ensemble et d'apprendre à décider ensemble de ce qu'on veut faire.
Et ça se trouve facilement sur Nantes? Ah bah en fait, alors je suis pas spécialiste du sujet, Mhm. mais il y en a beaucoup en fait Ok. à l'échelle de la France. Il y a un site, par exemple, c'est les Oasis. Ça avait été créé par Pierre Rabhi, en fait, une association créée par Pierre Rabhi et alors qui recense en fait tous les oasis en fait qui existent aujourd'hui à l'échelle de la France. Et je connais maintenant des gens. Il y a à Nantes, il y en a plusieurs. On a été gentiment accueillis par ceux qui ont créé un collectif il y a plus de 10 ans à Nord-sur-Erdre. Il y en a eu à la montagne également qu'on est allé visiter. Et c'est vrai que entre l'image qu'on s'en fait et une fois qu'on va voir, en fait, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai amené des gens qui étaient pas forcément, qui étaient intéressés, mais qui n'étaient pas forcément hyper fans de l'idée dans ma famille. Et en fait, tout le monde est prêt à déménager. Donc, Ah à oui. voir. Ouais, ouais, c'est assez rigolo. Et finalement, entre l'image, l'angoisse, les peurs qu'on peut avoir du partage et finalement, a priori, de ce qui se passe une fois qu'on le fait, en fait, finalement, on a beaucoup de peurs. Et en fait, elles sont pas forcément toujours fondées et on apprend à les désamorcer en fait à travers ça. À voir, mais ce sera ma prochaine étape a priori. Ok, mais c'est super chouette. Je savais pas qu'il y avait autant de hameaux et notamment près des villes comme ça. C'est bon à savoir. Ouais, bah c'est super. Moi, je trouve ça hyper excitant et ça donne encore un champ des possibles. Parce que moi, c'est le côté expérimentation de se dire, mais finalement, j'ai encore tout un livre à découvrir. Quand même, donc c'est là où c'est intéressant, c'est que quand tu me demandais qu'est-ce que tu mets en place au quotidien, j'ai toujours l'impression que je me dis, oh, ça y est, là, je vais bientôt arriver à la fin. Non. Et en fait, une fois qu'on a fait ce qu'on a vu, il y en a d'autres qui ressortent et toujours d'autres qui ressortent et on se dit, mais on peut toujours creuser un peu plus. Alors, je ne sais pas jusqu'où, mais en tout cas, ouais, là, c'est un gros projet de vie qui impliquerait ma famille, mes proches. Et puis, en plus, on a envie d'ouvrir à d'autres personnes. Donc, c'est vrai que c'est un changement de vie. Et as-tu, toi, des conseils ou des bonnes pratiques pour les personnes qui nous écoutent? Alors, de façon humble, j'aurais tendance à dire pas beaucoup, mais quand même un petit peu peut-être, moi, ce que je recommanderais, parce qu'on entend beaucoup de choses aujourd'hui, donc sur la partie fond, théorique, etc., j'aurais pas forcément de ressources à recommander. Moi, ce serait plus le côté culture générale, cette culture, justement, ce rapport à l'autre, se dire que finalement, on a, on décrit beaucoup, tout ce qui pourrait se passer ou ce qui va peut-être se passer comme étant assez angoissant, et je suis totalement. Moi déjà, je fais un travail sur moi pour essayer de vivre ça correctement au quotidien. Donc, je fais une psychanalyse, je fais du yoga, donc je travaille sur le corps, sur la tête, pour essayer déjà de prendre de la distance autant que possible. Et là, je viens de faire une formation à la fresque de la diversité la semaine dernière. On nous a beaucoup on a beaucoup parlé de l'intelligence émotionnelle, de l'empathie, et finalement cette capacité à se mettre à la place de l'autre, à essayer d'entrer en contact avec les émotions de l'autre. Et moi, c'est peut-être là-dessus où j'inviterais les gens à aller, c'est de se dire finalement quand on émet de l'empathie, entre guillemets, quand on a de l'empathie envers quelqu'un, on suscite plus facilement l'empathie de l'autre, et de se dire que finalement les sujets en soi, ils sont principalement humains aujourd'hui. C'est que notre volonté à changer. Il n'y a que notre envie en fait qui manque pour que les choses puissent vraiment évoluer. Alors une envie individuelle et collective, hein, j'en suis consciente. C'est pas juste en un claquement de doigts que ça va se faire, mais de se dire que finalement, travailler sur l'empathie, voilà, le lien à l'autre, en fait, peut être certainement une voie à explorer pour nous aider à surpasser tout ça et à mieux vivre avec moins de ressources ou faire plus attention à comment on consomme et voilà, comment on vit de façon générale. Et surtout, l'empathie peut aussi entraîner de l'empathie pour la nature et pour la planète. Absolument, tout à fait. Tout à déconstruire cette histoire, enfin ces images qu'on peut avoir comme quoi les animaux n'ont pas d'émotion ou alors n'ont pas de, enfin en tout cas se dire que finalement, alors je suis pas du tout spécialiste de ces sujets, mais se dire que finalement le rapport au vivant, enfin c'est pas, arrêter de considérer que la nature c'est l'autre, c'est un objet, voilà, c'est créer du lien quoi, faire partie de ce tout. Tu parles beaucoup d'apprentissage dans pas mal de choses. Est-ce que toi, tu as eu ce besoin d'apprendre pour te sentir légitime? Alors, je sais pas si c'était un besoin d'apprendre pour me sentir légitime, mais en tout cas, j'adore apprendre. Et je pense que je suis pas devenue prof pour rien, parce que je continue à apprendre tous les jours. Donc, je pense que c'est plutôt comment fonctionne mon cerveau à moi. Donc après, forcément, ça m'a aidée. Parce que le fait, par exemple, d'avoir une thèse, ça m'a aidé à me sentir légitime et en fait à voir que pour certaines personnes, c'était important. Maintenant, à l'heure actuelle, en tout cas, je souhaite plus aller. Alors, je continue quand même à apprendre parce que ça me plaît de lire et de m'instruire, mais il y a toute la partie expérimentation qui m'intéresse aussi de plus en plus. Parce que les mots, c'est sympa, mais on parle beaucoup et donc il faut expérimenter. Et donc moi, c'est plus aussi la partie faire aujourd'hui qui m'intéresse plus. Mais effectivement, la partie savoir, ça aide aussi. Puis moi, c'est comme ça que je fonctionne.
Et si on revient au hameau, parce que vu que tu dis expérimenter, est-ce que ça va jusqu'à faire son propre jardin et le partager, enfin jusqu'où va l'écosystème dans ce genre d'hameau? Alors, à ce que j'ai compris, c'est un peu à la carte. C'est chacun, en fait, chaque collectif qui va définir en fait son projet. Ça peut aller je pense que certains auront facilement en tête le côté un peu village où on partage tout et on n'a pas de bien commun, enfin, pas de bien individuel, pardon, et que finalement, je sais pas, moi j'étais pas là à l'époque des mai 68, mais à ce qui paraît, il y avait des endroits où ça pouvait être comme ça. Nous, on est plutôt parti dans une approche où ce serait chacun aurait son chez soi avec une zone partagée par contre autour. Et avec nous, là, on en est à se dire qu'on voudrait. On a vu des endroits où en fait il n'y avait pas de contrainte sur la participation du collectif, c'est-à-dire qu'en fonction de chacun, en fonction de nos vies, on peut pas demander aux uns et aux autres d'être toujours à 100% sur le projet collectif, mais plutôt d'ouvrir aussi au dialogue pour se dire qu'en fonction des étapes de notre vie, on va être plus ou moins disponible. Il y a des projets, il peut y avoir un projet par exemple de potager partagé, ou alors il y en a vu où c'était chacun avait son espace et gérait son espace comme il le souhaitait. Ça peut être aussi d'avoir une sorte de maison commune avec des chambres d'amis qu'on peut partager, des machines, qui cuisinent, avec une salle commune pour favoriser les réunions de groupe, ou les réunions de famille aussi si on a besoin individuellement. Jardin évidemment partagé, du coup on peut se permettre d'avoir un espace qui est plus grand parce qu'on est plus nombreux. Ça peut être les voitures, ça peut être de partager aussi le côté social, c'est-à-dire que finalement on va emmener les enfants à l'école, en fait une personne le fait pour l'ensemble des personnes, l'ensemble des enfants. Donc en fait là j'ai l'impression que la limite c'est la créativité et l'envie des gens de faire ensemble. Ouais, ok. Donc c'est un peu ce que tu disais, c'est qu'il faut une communication en fait et être transparent avec ce qui se passe dans nos vies pour pas créer un peu de malaise ou d'ambiguïté si à un moment il y en a qui ont l'impression de donner plus que d'autres. Oui, voilà, exactement. En tout cas, en fait, c'est le nerf de la guerre, vraisemblablement, sur ces projets-là. C'est finalement, certaines personnes peuvent avoir tendance et nous, on était aussi un peu là-dessus au début, chercher des compétences, se dire oui, il faut quelqu'un qui sache réparer. Ouais. Et oui, bon, spontanément, on va penser à la ressource, mais en fait, finalement, c'est la force du collectif. Et c'est encore une fois ce côté bien vivre ensemble, savoir communiquer et puis avoir de l'empathie pour l'autre, pour être capable d'accepter que parfois ça avance pas à la vitesse à laquelle on aimerait. Ouais, parce que moi, quand tu disais ça, je réfléchissais et je me disais, mais moi aujourd'hui, si demain je suis dans un hameau, qu'est-ce que je pourrais rapporter? Parce que vu que j'ai fait des études très basées sur du service, en fin de compte, qu'est-ce que moi je peux donner à un collectif aujourd'hui? Et mon conjoint qui a fait la même chose que moi, aussi des fois on peut avoir ce frein de se dire, moi en fait j'ai rien à donner, est-ce que je dois y aller quoi? Alors, je pense que la réponse pour moi, ce serait forcément oui, on peut y aller. Après, c'est plus, il y a des compétences qu'on a, savoir gérer un budget, savoir présenter le projet, le vendre, le projet. Ça peut être de la gestion de projet de façon générale. Donc, je suis dans ton cas aussi, le côté manuel, je suis moins forte. Après, ça peut être aussi de se dire, mais je veux me former, je veux apprendre. Et au final, je pense que voilà, il n'y a pas de limite. En fait, finalement, faut juste se donner le temps de le faire, prendre le temps. Et est-ce que t'as des victoires dans ton quotidien où tu t'es dit ça chouette, ça j'ai réussi? Alors oui, alors humblement encore une fois, des victoires. Une victoire, c'est quand j'ai un élève, ce qui arrive pas souvent. J'ai un élève qui vient me voir pour me dire ah ça m'est déjà arrivé. Un élève qui vient me voir et qui me dit mais madame ça y est j'ai compris mais c'est on sent qu'il y a vraiment une prise de conscience ou un déclic qui se passe. Même chose avec les collègues. C'est vrai que parfois j'ai des collègues qui me parlent. C'est vrai que souvent on vit le quotidien et on prend pas le temps d'échanger, mais quand j'ai des personnes qui viennent me voir pour me dire oui que voilà je les avais aidés en fait dans leur cheminement, ça me fait plaisir et mes proches quoi. Et puis oui c'est peut-être de voir que parfois ce que j'ai essayé d'amener, en tout cas dans mon entourage très 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 proche, finalement est vécu comme que les gens se l'approprient et ça devient une habitude et même mon pauvre conjoint, par moment, j'amène des sujets et puis je vois bien qu'il y a une résistance et puis avec le temps, au fil du temps, finalement, il y a une appropriation. Et en fait, à la fin, c'est le meilleur promoteur de tous les projets. Donc c'est vrai que moi, c'est une victoire pour moi parce que je me dis, on va réussir on a des rêves partagés, c'est hyper important. Et en plus, on a le sentiment, déjà, on est heureux aujourd'hui et on continue à vouloir avancer dans ce sens-là. Donc moi, ce serait ça ma plus belle victoire, je pense. D'avoir réussi à amener les gens. Oui. T'as beaucoup d'amis quand même, parce que j'en ai rencontré quelques-uns dans le milieu de l'écologie. Est-ce que
le fait d'avoir des gens de ton entourage qui peut-être connaissent mieux certains sujets et toi sûrement d'autres, ça permet aussi parfois de se sentir enfin compris. Et est-ce que ça apaise au quotidien parfois de se dire cette personne, si j'ai un coup dur lié à l'écologie, je vais pouvoir l'appeler? Ah bah oui, totalement, oui, oui, tout à fait. Alors, ça fait partie d'ailleurs des limites, hein, et des avantages, mais moi je suis à Nantes, j'ai l'impression qu'il y a quand même un terreau très très favorable sur ces sujets-là. Donc moi je côtoie énormément de gens qui sont intéressés par ces sujets et engagés. Euh, c'est un peu le problème, c'est que du coup j'en fais mon quotidien et que on peut vite vivre reclus sur soi et ne plus côtoyer que des gens qui ont ces idées-là. Et ça, c'est vrai que là-dessus, c'est un gros point parce que l'expérimente au quotidien. C'est difficile pour moi de côtoyer tout le temps des gens qui n'ont pas forcément cette sensibilité-là, parce que c'est difficile, parce il peut y avoir un côté assez désespérant par moment. Alors, au quotidien, la bonne nouvelle, c'est qu'au quotidien, dans mon boulot, j'en côtoie aussi des gens qui ont des idées différentes et je suis contente parce que je vois qu'ils cheminent et ils évoluent. C'est horrible de dire ça parce que quand je m'entends, je me dis, mais mon Dieu, c'est pas que je veux pas changer le monde, mais à la fois, c'est qu'il y a j'ai l'impression que c'est pas un sujet anodin. Autant il y a des sujets où j'ai pas de problème à être en désaccord, on va dire, avec les autres, mais autant sur ce sujet-là, il y a un côté un peu peur de son avenir, quoi, peur pour notre avenir, et c'est vrai que puis moi, c'est mise dans le péril de l'avenir de mon fils, donc forcément, il y a un côté survie qui remonte. Maintenant, pour répondre plus exactement à ta question, oui, le fait d'être entouré, d'avoir un réseau de gens qui sont engagés là-dessus, forcément, c'est un coup de boost et ça fait du bien, parce que c'est vrai que c'est pas facile de rester zen et de pas déprimer, quoi, clairement. Et donc, pour finir, j'aurais une dernière question, même si tu as répondu un petit peu pendant tout le podcast, c'est qu'est-ce que l'écologie pour toi? Alors, si je me rappelle bien, bon, parce que pour moi, il y a la définition officielle, c'est quoi l'écologie, écologie, mais pour moi, alors c'est vrai que je parle pas beaucoup d'écologie en général dans mon quotidien, parce que c'est vrai que pour moi, c'était un sujet de ma thèse, c'était de se dire que finalement, il y a un lien très très fort en fait entre les sujets environnementaux, les sujets sociaux et les sujets économiques. Et donc c'est vrai que je parle pas vraiment d'écologie tout seul, parce qu'en fait, il faut toujours les regarder au regard des trois prismes, des trois piliers, au moins ces trois piliers-là. Donc voilà. Donc moi, c'est vrai que pour moi, l'écologie, si je devais répondre à ta question, c'est un des piliers en fait de cette problématique qu'on doit prendre en considération. L'écologie, ça va être l'aspect environnemental, ça va être notre rapport au vivant de façon générale, ça va être le vivant de façon générale. Mais en tout cas, moi, c'est pas un sujet que je ne regarde, que je regarde de façon isolée. Voilà. Et donc toi, tu vas le mettre avec l'économie et le sociétal. Oui. Et aujourd'hui, dans le discours qu'on peut entendre, on entend quand on parle d'écologie, est-ce que tu as quand même un peu la sensation qu'on oublie les deux autres ou... Alors c'est pas facile parce que d'un point de vue politique, par exemple, on va se retrouver avec des partis qui se disent entre guillemets sociaux et puis d'autres qui sont plutôt écologiques. Mais en fait, c'est là où oui, il y a un problème pour moi, c'est qu'on a tendance à les aborder de façon dissociée et puis même dans la société. Moi après, clairement, si j'avais pas fait ma thèse sur le sujet, c'est clairement mon directeur de thèse de l'époque, André Sobzac, qui m'a dit de travailler sur ce sujet-là, sur l'articulation des enjeux sociaux et environnementaux. Et jusqu'à un certain point, au début, ça me paraissait flou. Et finalement, j'ai compris conscience en fait qu'on ne peut pas en fait analyser un sujet environnemental aujourd'hui sans forcément se poser la question de l'acceptabilité, par exemple, par les gens ou l'impact que ça va avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on cherche à réduire notre impact environnemental, ça passe très souvent par la réduction de notre confort et donc par une résistance de la part des gens. Et donc c'est vrai qu'il y a un lien très 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 fort entre ces sujets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on les aborde de façon dissociée alors qu'en fait, il y a un lien. On questionne beaucoup aussi cette question de la justice sociale, de se dire qu'aujourd'hui, on demande à tout le monde de faire des efforts d'un point de vue environnemental, alors qu'en fait, on n'est pas du tout égaux et que finalement, on n'a pas tous les mêmes moyens. Si on cumule 3 boulots et qu'on élève des enfants seuls, forcément qu'on n'a pas du tout le temps de se préoccuper de savoir qu'est-ce qui se passe au point de vue du vivant. C'est pas forcément la priorité. Et donc, c'est vrai que finalement, pour moi, c'est intrinsèquement lié, en fait. Et on ne peut bien traiter la question de l'écologie que si on la traite aussi en prenant en considération l'aspect social. Parce qu'on ne va pas pouvoir parler aux gens de la même façon, on ne va pas pouvoir considérer qu'ils peuvent agir de la même façon non plus.
Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment e.vie.de2ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.